Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Durant les RAF 2023, si je ne dis pas de bêtises, l'Eureka a annoncé la mise en œuvre d'un processus conduisant à la labellisation des écoles du réseau. Donc après un premier point sur son avancement 2024, vous avez travaillé beaucoup, les écoles ont beaucoup travaillé aussi, et puis vous venez nous présenter donc, cette première liste d'écoles qui ont été labellisées. Et je vous laisse la parole, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On a beaucoup de choses à dire, peu de temps. Mais avant de commencer, néanmoins, on voulait, au nom du RECA, je voulais remercier le président du CNC, M. Bruel, d'avoir eu ces mots qui comptent beaucoup pour nous et soutien indéfectible du CNC. Il est vrai depuis... Je suis grand, il faut que je sois plus près. Il est vrai depuis la création du RECA. Le RECA a été créé aussi à l'initiative du CNC qui avait poussé à créer un mouvement. Et ce mouvement, il a maintenant 10 ans. Ce mouvement, il a pris corps aussi ici, et on se sent évidemment dans notre maison ici en tant que RECA. Donc merci en tout cas pour ces mots, et à nous maintenant de vous présenter un petit peu où on en est. Donc la présentation se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, on va vous parler du label, et puis dans un deuxième temps, Sophie va vous parler un petit peu justement de la réaction à ce qui a pu se passer sur les réseaux sociaux. On va essayer de faire ça dans un temps contraint, mais de vous exposer toutes nos avancées jusqu'à maintenant. Alors évidemment, pour les absents des 2 dernières années, je vous rappelle rapidement les fondamentaux du label. Le label, il est construit autour de normes. C'est un label normatif, c'est-à-dire qu'il cherche à créer des normes qui soient explicites pour le grand public, pour les familles, pour les futurs étudiants. Donc, dans l'objectif premier de clarifier l'offre de formation, c'est-à-dire de donner une lecture claire, simple, unique à tous les futurs étudiants. Donc c'est le premier volet du RECA, ça a été de créer des normes, et ces normes, de créer les conditions de leur contrôle. Et donc aujourd'hui, dans le label RECA, les écoles labellisées s'engagent tous à communiquer de la même façon sur un ensemble de données qui sont auditées par un cabinet externe, qui est le cabinet Indaba, qui vient contrôler les écoles pour vérifier la justesse de tous ces chiffres. Deuxième élément de ce label, c'est ce qu'on appelle les normes d'usage, et c'est dans l'objectif de promouvoir des usages positifs dans l'ensemble des écoles. C'est un engagement très très fort qui adresse à la fois le bien-être étudiant, des pratiques commerciales. Alors il y a pas mal de choses qui ont été dites dans le discours du président du CNC et qui relèvent des choses qu'on a traitées dans ce label, de l'éco-responsabilité aussi, et globalement aussi d'une démarche et d'un investissement dans l'écosystème et donc dans le RECA, dans la réflexion qu'on peut avoir sur le futur de ces métiers et l'évolution de la formation. Donc tout ça, donc on est audité par un audit externe pour les chiffres, on a des commissions de contrôle pour tous ces usages, et finalement on obtient le label RECA. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je suis très heureux et très fier de vous annoncer le nom... Ah non, j'en étais là. Je devais vous dire avant ça, c'était la présentation que vous avez faite. Ouais, que vous avez présentée l'année dernière. On vous avait dit, bon ben voilà, on en a jusqu'en 2027, on est 1 an plus tard, et finalement, je suis très heureux de vous annoncer qu'on est en avance, que les écoles se sont mobilisées, et qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer les 19 écoles qui sont déjà labellisées et qui ont fait donc tout ce processus de labellisation. Les voilà. Alors je vais vous demander une petite chose, je vais demander aux écoles qui sont présentes dans la salle de se lever, qui est des écoles labellisées, les représentants des écoles. Est-ce que je voudrais vous montrer que ces écoles dont on parle... Elles sont présentes aujourd'hui. Je vais vous le montrer parce que je pense que, comme l'a dit très justement M. Bruel, cet engagement dans la filière, il est aussi de participer à des événements comme celui-ci, et évidemment que vous les côtoyez pendant les RAFRADI. Donc bravo à ces 19 écoles d'avoir passé tous ces moments de contrôle, etc., d'avoir mis l'investissement nécessaire. Je vous rappelle l'engagement qu'elles prennent. Elles prennent un engagement sur la transparence des informations qui est maintenant garanti par des contrôles. Ils se sont tous engagés sur une harmonisation des conditions d'inscription. Ils se sont tous engagés pour une lutte contre les mentions trompeuses et toute communication qui viendrait à tromper.
et donc de s'engager personnellement. Hein. Donc c'est les directeurs des différentes écoles qui se sont engagés et qui, voilà, pour la suite, à s'investir dans la participation active au développement de la filière à travers les actions du RECA, et d'avoir des actions claires au service du bien-être étudiant. Alors quand on dit actions claires, ça peut paraître vaste, mais justement parce que c'est vaste, hein, on parle évidemment de référents handicap, de VHSS, on parle de beaucoup de sujets qui sont normés dans notre label et qui ont été scrutés pour chacun des écoles pour pouvoir rentrer dans cette labellisation. Et finalement, les écoles sont aussi rentrées dans la co-construction d'une démarche éco-responsable. Aujourd'hui, elles ont été auditées sur tout ce qu'elles font. Alors, pour une école, l'éco-responsabilité, c'est deux choses. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans son école pour baisser l'impact carbone de son activité. Et puis, deuxième temps, c'est aussi comment on en parle et comment on forme sur ce sujet. Voilà. Donc, tous ces engagements-là, ils ont été pris, évidemment, par toutes les écoles labellisées. La labellisation n'est pas finie, on est au milieu. Il y a 7 écoles aujourd'hui qui sont en labellisation active. Active, ça veut dire qu'ils sont en train de passer différentes étapes de la labellisation. Par exemple, pour les audits donc, qui sont faits sur place avec un auditeur externe, vous voyez les écoles qui sont prévues donc pour la fin du mois et pour les 2 mois qui viennent. Et d'autres écoles qui ont déjà passé cet audit, ils doivent passer après la commission de contrôle des règles d'usage. Donc les 2 écoles en janvier qui rejoindront aussi la liste des labellisés si donc ils rentrent dans les critères de ce label. Nous avons aussi 3 écoles qui sont entrées l'année dernière, qui pour l'instant sont en année probatoire dans l'enceinte. Donc je vais en oublier une, je suis sûr. C'est l'Animéa, un DNMAD, le lycée merci, René Descartes, et finalement l'IDEM Barcelone pour la 3e école, qui sont pour l'instant en année probatoire. Mais on peut remarquer que l'Animéa a quand même franchi déjà plusieurs étapes avec une démarche très active, même pour une école probatoire. Oui. Petit retour d'expérience sur ce que nous avons appris et ce que nous apprenons, parce qu'évidemment, de se mettre des contrôles, mettre des normes, essayer de qualifier des indicateurs, on apprend pas mal de choses. La première chose qu'on a appris, évidemment, c'est qu'un label normatif, on a toujours l'impression, et quand on commençait, on se disait, est-ce que c'est suffisant? Il ne faut pas parler de label qualitatif tout de suite. Bon, de toute façon, pour faire un label qualitatif, il faut commencer par des normes, de toute façon. Il faut normer pour pouvoir définir qu'est-ce que c'est qu'une démarche qualitative. Un label normatif, finalement, on s'est rendu compte dans les faits que c'est déjà un grand pas vers la qualité. En effet, comme a été partagé tout à l'heure, le fait de s'imposer, de devoir parler de certaines choses, de les afficher clairement, et dans le processus, on a vu que certaines écoles n'étaient pas prêtes à faire toutes ces démarches et avaient préféré se retirer du RECA que de continuer le processus de labellisation. On peut déjà parler d'une sorte de seuil de qualité, hein, d'être en capacité d'afficher clairement les choses, d'avoir une éthique par rapport à ça et un engagement dans la filière pour justement nous permettre de réfléchir tous ensemble. Deuxième chose, quand on s'observe, on apprend, tant sur le bien-être étudiant que même à travers les chiffres, évidemment que ça crée aussi une base d'information. Je vais prendre le bien-être étudiant comme exemple. Les écoles développent, on est dans un secteur très créatif, et donc on est très créatif. Les écoles développent un ensemble d'outils, de fonctionnement pour accompagner les étudiants dans leurs études. Et le fait de devoir maintenant rendre des comptes sur toutes ces choses crée aussi une base de connaissances qui nous permet non seulement de faire du partage et de commencer à créer des outils qui pourront être partagés avec les écoles labellisées pour favoriser les usages vertueux, mais aussi permet de normer en quelque sorte en voyant justement tout ce qui est fait par l'ensemble et tous les points d'accroche qui méritent, en tout cas qui ont l'intérêt de toutes les écoles. Dernier point, un label, ça se mérite et cela s'améliore. Le label est très contraignant dans sa formule, c'est-à-dire qu'il requiert de faire des questionnaires d'une certaine façon, de récolter les informations, de les traiter avec évidemment beaucoup de soin. Notre cabinet d'audit a vérifié par exemple sur les taux de placement 90% des anciens, donc un par un, LinkedIn, une vérification complète. Et donc tout ce travail, ça a demandé aux écoles aussi évidemment de changer certains process, parce que c'est pas conforme avec ce que fait le RNCP. On a essayé de faire des choses qui étaient orientées vers nos métiers, donc plus précis. Et donc ça demande beaucoup de travail. Mais ce travail, en le faisant, évidemment, on apprend des choses aussi, et l'envie a été aussi de continuer à travailler ce label. Et déjà, on a 2 pages de modifications à faire pour la suite, des changements qui seront faits pour
rajouter des informations qui pourraient être pertinentes, construire peut-être aussi des données qui peuvent être partagées plus pertinentes, avancer sur les normes d'usage et se contraindre à de nouvelles choses. On a parlé de contraintes économiques aussi sur la façon d'encadrer l'engagement des étudiants dans une formation. On sait que là-dessus, on va encore parler. Voilà. Donc en tout cas, ce label, en le faisant aussi, ça crée une base de connaissances qui nous permet de continuer à avancer. Donc nos prochaines étapes, et donc on rejoint extrêmement les vœux du président du CNC, évidemment, dans un premier temps, c'est de promouvoir cette démarche. Promouvoir pour qu'elle soit visible des familles. Aujourd'hui, le RECA est une petite association, nous sommes tous bénévoles dedans, avec Christine Mazereau, notre déléguée générale qui fait tourner cette association. Notre envie aujourd'hui, c'est de promouvoir et de pousser cette promotion. Déjà, dès aujourd'hui, et pour une première fois, ou quasiment pour le RECA, grâce à des moyens donnés par le CNC, on va pouvoir faire des communiqués de presse, avoir une vraie démarche pour expliquer aux familles, si vous cherchez une information fiable, vous pouvez la trouver sur le site du RECA. Cette démarche de promotion, ce n'est pas quelque chose que le RECA faisait fortement avant et qu'on souhaite de nos voeux, en tout cas pour aussi que ce label, qui a aujourd'hui beaucoup de contraintes pour les écoles et qui ont fait ça sans attente de retour, et même de payer l'audit externe, il est payé à travers le RECA évidemment par souci d'indépendance, mais qui est aussi un investissement de chacune de ces écoles, voilà, aussi avoir une exposition et que ça permette de toucher sa cible, c'est-à-dire d'être vraiment une source d'information qui soit identifiée tant par les éducateurs, par les services d'orientation, par les familles. Deuxième étape, évidemment, consolider le label, le pousser plus loin. Et je pense que tous, en tout cas, on est fiers du chemin parcouru, mais aussi avec l'envie de continuer de construire cette démarche qui est très nouvelle pour le RECA, qui nous a pris donc un peu plus de 2 ans à exécuter, et qui méritait ce temps. Mais en tout cas, voilà, sur les axes que je vous ai présentés avant. Évidemment, on a des chiffres. Alors, ils ne sont pas complets parce qu'il n'y a que 19 écoles qui sont labellisées. Vous avez vu qu'il y en a d'autres qui arrivaient. Mais néanmoins, on a souhaité aujourd'hui vous donner, alors ce n'est pas des chiffres, j'ai mon petit badge audience dans la poche, mais je ne vais pas l'utiliser, parce que pour l'instant, on va les appeler plutôt des indicateurs, parce qu'ils ne sont pas complets. Mais on a souhaité donc assembler ces chiffres pour essayer de commencer à parler d'indicateurs. Et cette démarche, c'est aussi la promesse de discussion et la promesse de réflexion commune avec les professionnels, avec les institutions, pour essayer justement de mieux comprendre l'offre de formation, de la structurer et définir voilà, ces seuils qualitatifs, etc. Donc je vais vous présenter ici des chiffres. Alors, les premiers sont des chiffres que vous avez pour les formateurs qui parlent beaucoup, pour des studios beaucoup moins, mais le nombre d'heures de cours par an. C'est une donnée qui donne une donnée qualitative sur les écoles. C'est une moyenne donc sur les 19 écoles. Le nombre d'étudiants par classe qui va un petit peu avec ce nombre d'heures pédagogiques, parce qu'évidemment qu'un cours donné à 200 personnes n'est pas la même chose qu'un cours donné à 5 personnes. Vous avez là du coup, des chiffres qui viennent de ces 19 premières écoles labellisées. Et un taux de réussite des études qui est aussi quelque chose dans l'acte de transparence, qui est quelque chose qui n'est pas communiqué souvent aux étudiants et qui maintenant l'est dans le label RECA, c'est-à-dire que sur les sites du RECA pour chaque école, vous pouvez voir ces chiffres, qui est en gros, je rentre dans une formation, en moyenne, combien de personnes arrivent à atteindre l'objectif d'être diplômées de cette formation, d'être titrées de cette formation. Donc sur les cursus sur 3 ans et sur les cursus sur 5 ans. Hier, je crois il y a eu des personnes dans la salle qui ont interpellé en disant on n'a pas de chiffres sur les écoles. Bon, alors, ce n'est que 19 écoles qui sont dans une démarche de transparence à travers le RECA. Et vous avez des premiers chiffres ici sur les sortants de 2025. Donc sur les cursus à 5 ans, ça correspond à 490 étudiants qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et sur le cursus à 3 ans, 158 étudiants. Donc évidemment, on n'est pas sur la totalité. On ne peut pas faire une règle de 3 sur de 19 à passer sur les dernières écoles, parce qu'il y a des écoles de taille très diverses. Certains ont des cohortes de 60-70 étudiants, d'autres de 7 étudiants. Donc voilà, c'est pas mathématique comme ça, mais en tout cas, on aura tous ces chiffres consolidés plus fortement par la suite. Et vous voyez que le RECA avance très rapidement sur le label, donc en tout cas c'est une invitation à continuer. Par contre, ces chiffres, ils posent une question qui n'est pas si évidente. Alors évidemment, quand les chiffres deviennent délirants, on voit tout de suite qu'il y a un problème entre l'offre de formation et le milieu de l'emploi, mais définir aussi combien d'étudiants il faut en sortie de cursus pour un secteur, c'est une question compliquée, et c'est une question qui mérite
tant discuté. Évidemment qu'il faudra intégrer le taux de changement de milieu dans la carrière, le taux d'étudiants partant à l'étranger, l'évolution de l'emploi prévu à 3-5 ans, l'adéquation de profils sortants avec les métiers en tension, parce que évidemment si on surforme sur certaines spécialités, ce n'est pas pour autant qu'on va générer de l'emploi. Donc ces premiers chiffres et ces premiers chiffres de sortants, c'est aussi pour nous une plateforme pour discuter avec les professionnels, pour réfléchir ensemble justement à l'évolution de nos offres de formation, à réfléchir aussi en temps de crise, quand l'emploi et qu'on voit qu'il y a, on a vu hier avec l'AFDAS que beaucoup d'intermittents actionnaient des plans de formation. Est-ce que dans les discussions écoles, studios, il n'y a pas aussi dans ces moments-là des réflexions à avoir communes sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là pour reformer, pour permettre des changements de voie dans certains moments. Toutes ces discussions qu'on espère créer et qu'on espère que cette première plateforme de chiffres permettra aussi de réaliser tout ça. Avant de parler des positionnements post-cursus, je vous donne quelques informations sur la façon dont on a la démarche qu'on a eue pour la récolte de ces chiffres, qui est une démarche qui est très qualitative. C'est-à-dire que si vous regardez des chiffres, même dans l'enseignement supérieur ou d'autres chiffres, en tout cas de taux de placement, ils ne sont pas construits de la même façon que les nôtres, car les nôtres ont été construits dans une optique claire et simple qui était qualitative. Donc on distingue très fortement, donc évidemment la poursuite d'études, les étudiants qui, après un bachelor par exemple, vont continuer ou une licence vers d'autres études. Après, on distingue les emplois dans les métiers visés. Et là, on est vraiment sur les postes ciblés par la formation, dans l'industrie ou en dehors de l'industrie. C'est-à-dire que ce n'est que les personnes qui travaillent dans des postes qui sont nommément ciblés par les formations. Vous verrez, on a des statistiques aussi entre le secteur visé, c'est-à-dire le bon code NAF, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans le domaine, et des entreprises qui sont hors domaine. Ça peut être Airbus qui fait de la modélisation, etc. Mais en tout cas, si on est modeleur, on est dans les métiers visés par les formations. Hors des métiers visés, on a regroupé toutes les personnes qui n'étaient pas dans ces métiers ciblés, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être sans emploi, en recherche, ou des personnes qui travaillent, mais dans d'autres secteurs et à des postes qui n'ont rien à voir. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'on présente comme ça? Parce que nos écoles, leur objectif et l'engagement qu'on a auprès de nos étudiants, c'est de les amener vers ces emplois. Donc c'est ça qu'on regarde en premier lieu. Évidemment qu'il y a des gens qui font des études et qui, à la sortie des études, décident d'aller faire autre chose aussi. Je suis un exemple, je suis ingénieur, j'ai jamais été ingénieur. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on a choisi, parce que pour nous, c'est une démarche qualitative là, de sonder est-ce que la cible en termes de compétences que les écoles ont est bien celle qui est tenue à la sortie. Et finalement, un dernier point aussi qualitatif, et ça a été un choix très discuté, parce que personne ne fait ça dans d'autres domaines éducatifs, mais on a choisi d'afficher les 100 réponses, de les afficher clairement. C'est-à-dire que dans les statistiques, vous n'aurez pas un camembert sur 100 avec les 100 réponses à côté, vous aurez un camembert avec les 100 réponses qui sont affichées pour pouvoir directement, on ne sait, si on n'a pas de nouvelles de certains étudiants, on ne sait pas où ils sont, donc voilà, ils sont affichés en tout cas dans le 100%. Donc je vous donne des premiers chiffres après un cursus de 3 ans. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez les chiffres 6 mois après la sortie, donc qui correspond à 3 sondages qui ont été faits 2022-2020 pour les diplômés de 2022, 6 mois après leur sortie, 2023, 6 mois après leur sortie, 2024. Et vous avez donc les chiffres de poursuite d'études en bleu, dans les métiers visés en vert et hors des métiers visés en jaune-orangé. Et les non-réponses, vous les voyez en grise. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit donc, et de l'autre côté de l'écran, 2 ans après la sortie, c'est-à-dire des diplômés de 2022, où se trouvent-ils 2 ans après leur sortie? Et vous voyez ici 52% dans les métiers visés, dont 87% de ces 52% dans une entreprise de l'image animée. Quand on dit l'image animée, on intègre évidemment l'animation, les effets visuels, le jeu vidéo, tous les codes qui correspondent à les codes d'entreprise qui correspondent à de la production audiovisuelle, pour être très clair. Donc, ce qu'on voit dans ces chiffres aujourd'hui, c'est que sur les 3 dernières années, il y a une hausse de la poursuite des études sur les sortants de cycle de 3 ans, donc licence DNMAD et un CP niveau 5-6. C'est une première tendance qu'on voit aujourd'hui. Et qu'à la sortie des 2 ans après leur sortie, ils sont 52% à être dans les métiers ciblés. Sur les cursus de 5 ans,
les chiffres sont inquiétants et cette inquiétude, nous, écoles, nous la vivons au quotidien, c'est-à-dire que depuis 3 ans, il y a une érosion extrêmement forte du taux de placement à la sortie de nos écoles. Vous le voyez ici dans les chiffres. 66% pour les diplômés 2022, c'est-à-dire que les étudiants, quand ils sont sortis en 2022, 6 mois après leur sortie, étaient à 66% d'emploi dans les métiers visés. C'est descendu à 58% l'année d'après et 47% l'année 2024. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2025, vu qu'ils sont calculés 6 mois après la sortie. Voilà, ça c'est une tendance forte qui correspond aux chiffres qu'on a vus hier, évidemment, qui correspond à la santé de l'écosystème, évidemment. 2 ans après la sortie, donc les diplômés de 2022, donc vous comprenez, ça veut dire qu'on a regardé donc, en 2024, au milieu d'année, où ils en étaient, et ils étaient encore à 68% dans les métiers visés. Je dis encore, je ne devrais pas, on aimerait plus, évidemment, en sachant qu'on a, pour les écoles qui ont des chiffres antérieurs, il y avait évidemment des chiffres bien meilleurs encore avant, mais que la crise actuelle, en tout cas, donne aujourd'hui cet état des lieux pour les 19 écoles qui sont aujourd'hui labellisées. J'espère que vous aurez compris dans cette présentation que, évidemment, que notre premier objectif, c'était de donner de la lisibilité aux parents, aux familles, aux étudiants, sur l'offre de formation des écoles du RECA et montrer la voie ainsi sur une démarche saine et sereine pour s'engager dans des études. Mais c'est aussi un travail collectif qu'on souhaite élaborer sur l'écosystème avec vous et de doter le RECA de ces outils, c'est aujourd'hui permettre aussi au RECA de rentrer sur de nouveaux sujets, dans de nouvelles discussions, et on espère que vous serez tous ravis de les avoir avec nous. Évidemment, dans les fondamentaux du RECA, la diversité et le partage, c'est quelque chose qui, dans les 10 premières années du RECA, a été très central et qui reste aujourd'hui encore central dans notre activité, partage de pratiques pédagogiques, partage de réflexions sur le domaine. Voilà. Ça sera tout pour la partie labellisation. Merci pour votre écoute. Et maintenant, je vais passer la main à Sophie. Merci, Simon. Alors, c'est pas bon. Donc, bonjour à tous. Comme tout le monde, je remercie d'être assez nombreux ce vendredi matin. Et je vais prendre la suite. Donc, il était important en fait pour nous, pour replacer ce contexte, le RECA a été plusieurs fois interpellé via les réseaux sociaux par rapport en fait à des témoignages qui avaient lieu dessus et où on était posé la question, mais que fait le RECA? Donc, on s'est interrogé là-dessus. J'ai voulu porter un webinaire sur ce sujet-là. C'est pour ça que c'est moi qui le présente en fait aujourd'hui. Donc, il s'intitulait « Les écoles face aux témoignages sur les réseaux sociaux ». Ce webinaire a eu lieu le mois dernier. Je vais vous en expliquer un petit peu la teneur. Donc, j'ai procédé à un appel pour ce webinaire. Et cet appel, pour moi, il était important qu'il prenne de la hauteur, qui prennent de la distance par rapport en fait à ce qui pouvait être écrit et que de ce qui était écrit en fait sur les réseaux sociaux, on puisse en fait en prendre la substance et cette substance pour s'améliorer parce qu'on est tous en fait perfectibles et au-delà en fait de certaines phrases qui peuvent certainement blesser certaines écoles, certains personnels, etc. Il y a aussi une souffrance en face, une libération de la parole qui est assez importante, qu'il ne faut pas museler et qu'il faut prendre en compte. Donc cet appel-là en fait appelait en fait de la hauteur de notre part et appelait à une unicité de notre part aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que les écoles ensemble pouvaient faire pour pouvoir répondre correctement, intelligemment et en sortant en fait par le haut de ces témoignages qui arrivaient sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, j'ai trouvé qu'il était en fait assez important de ce côté union et de se rassembler, mais même pas en fait que les étudiants, c'est-à-dire que je pense que le bien-être de manière générale dans toutes les écoles, qu'ils soient étudiants, mais aussi qui touchent au personnel enseignant, au personnel administratif, au personnel logistique, et que c'était une belle aventure, une formation, et que c'était dommage en fait de l'abîmer par différents problèmes qui pouvaient en fait être réglés. Et donc je proposais de se réunir autour d'un bel arc-en-ciel créatif. Et donc j'avais joint à mon appel
Alors là, je l'ai refait pour des questions de droit moi-même. Un magnifique gif de cœur, de bisounours et d'arc-en-ciel. Et je pense que comme élément de communication, cela a bien fonctionné puisque en moins de quelques heures, le webinaire était complet et nous étions donc 12 écoles réunies donc le 15 octobre dernier pour 2 heures d'échange. Le webinaire en fait s'est passé de manière assez simple. D'abord, chaque école était invitée à témoigner de elle ce qu'elle avait vécu. Puis on réfléchissait ensemble de qu'est-ce qui pouvait en fait arriver, quelles sont les solutions qui pouvaient émerger. Et à l'issue en fait de ce webinaire, il nous est apparu très 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 important de réaffirmer le rôle du RECA comme principal intermédiaire, dans le sens où quand on nous demande qu'est-ce que fait le RECA, notre réponse est contacter en fait le RECA. Nous, ce qu'on peut faire en fait au RECA, c'est s'il y a un problème qui est actuel, on peut être désolé de dérives qui ont pu se passer 10 ans auparavant, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je compatis complètement par rapport à tout ça. Mais nous, on peut être actif que sur une dérive qui est actuelle et factuelle auprès en fait d'une de nos écoles évidemment. Et du coup, on peut être complètement en fait en rôle d'intermédiaire. Mais c'est un rôle que Christine fait déjà. C'est juste qu'il faut, là, on en a parlé tout à l'heure, le communiquer, l'affirmer. S'il y a un souci avec une école du RECA, ne pas hésiter à contacter en fait le RECA. Pour cela, pour contacter le RECA, vous avez toutes les informations sur la page contact. Vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail, un formulaire de contact et si vous préférez le papier et le crayon, même une adresse postale. Donc le RECA est là et peut être contacté à tout moment. Les autres solutions du webinaire, c'était que 2 heures, c'était pas suffisant pour traiter en fait ce sujet qui était large. Et donc nous avons décidé de la création d'un groupe de travail. Et ce groupe de travail part sur des pistes sur lesquelles on va travailler donc activement. Donc la rédaction d'un manifeste commun. Donc ce manifeste, en fait, une partie du groupe se mettra à travailler dessus. On le rendra public. Donc, en fait, on pourra s'y référer. Ça sera, en fait, sur le site, évidemment, du RECA. Nous allons travailler sur la création d'un protocole lors d'une prise de contact avec le référent RECA. Et nous allons aussi travailler sur la création d'un protocole pour de la médiation. Il est bien évident, en fait, que si des manquements sont avérés, il y aura, en fait, des sanctions qui seront prises envers des écoles membres qui pourront aller jusqu'à l'exclusion provisoire ou définitive, en fait, de l'école. Voilà. Ça, c'était pour le côté un peu grave, et puis il faut dire les choses. Ici, je vous mets juste les images, les crédits en fait, de toutes les images qui ont été utilisées par en fait, nos merveilleuses étudiants et étudiantes, et aussi par certains membres du RECA, dont Bérangère, qui a fait les 2 images qui suivent, et moi-même qui ai fait quelques petits trucs auparavant. Donc, pour vous rappeler aussi que prochainement arrive, jeudi 4 décembre, les journées des 10 ans du RECA. Vous avez un QR code, vous pouvez en fait vous inscrire. Il y a une réception donc, le soir à 18h, c'est en cela que vous êtes invités, sinon c'est pour les étudiants. Et très important, vendredi 5 décembre, de 10h à 18h, si votre studio n'est pas inscrit, il y a un talent meeting. C'est important en fait pour vous et pour nous, que vous montriez que vous souteniez en fait notre démarche en étant présent, en étant en fait en échange avec les étudiants. Et c'est pas écrit, mais si le samedi 6 vous êtes libre, n'oubliez pas qu'il y a les 40 ans d'ATI, c'est toujours notre anniversaire. Et je voulais insister sur le Talents Meeting. On a peu de studios inscrits pour l'instant. On sait qu'il y a certains studios qui recrutent moins. L'idée, ça a été de reformuler ça comme vraiment du conseil aussi auprès des étudiants. S'il vous plaît, venez nous aider à faire de ce moment, qui est aussi les 10 ans du RECA, et cette nouvelle forme de ce Talents Meeting, qui est plus du conseil donné à des étudiants, un succès. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le QR code derrière nous. Merci. Et je voulais juste vous dire, je me permets de le dire au nom de Magélis, mais vous serez toujours les bienvenus ici pour continuer à nous tenir au courant de votre travail, des avancées. Voilà. Merci. Merci beaucoup.